Je voudrais aujourd'hui parler de la démographie de l'Europe en 2050. Avant de commencer, je voudrais rappeler qu'il y a un certain pessimisme européen ambiant, notamment à cause des évolutions démographiques du continent. Et le pape François, au Parlement européen en 2014, parlait de l'Europe comme étant maintenant une grand-mère qui n'est plus féconde et dynamique. On pourrait se demander alors pourquoi tant de millions de gens voudraient venir dans un continent et se jeter dans les bras de cette grand-mère. Deuxièmement, est-ce qu'il faut avoir des populations très nombreuses pour avoir une puissance économique et politique? Le fameux adage de Jean Bodin, jurisconsulte du XVIe siècle en France, « Il n'y a richesse ni force que d'hommes », est-il encore vrai? On pourrait dire qu'il n'y a richesse ni force que d'hommes instruits. Donc c'est sur ces deux réflexions, le pessimisme ou l'optimisme, et la place de la démographie dans le pouvoir politique, que je vous livre pour démarrer cette présentation. Le plan de la présentation sera en 4 parties. Je verrai d'abord des 2-3 concepts de base. Ensuite, je parlerai de la démographie de l'Europe avec les chiffres et, bien entendu, les projections démographiques. Je passerai ensuite en revue les défis et les différentes politiques et interventions qui ont été mises en place. Les 3 grands défis, vous le savez bien, c'est la sous-fécondité, le vieillissement démographique et l'immigration. Et finalement, pour conclure, je vais essayer d'esquisser ce que pourrait être un projet démographique commun pour l'Europe, avec 4 éléments: une prise de conscience accrue, un engagement politique, des politiques consensuelles et des interventions holistiques. L'Europe, la démographie de l'Europe est le résultat d'un processus qui a commencé il y a bien longtemps, presque au début du XVIIIe siècle en France. C'est la fameuse transition démographique que vous connaissez tous, à savoir le passage de niveaux élevés de fécondité et de mortalité, sur la gauche de ce graphique, qui sont élevés mais en équilibre, vers des niveaux beaucoup plus faibles de fécondité et de mortalité, mais qui retrouvent un nouvel équilibre. Comme la fécondité en général baisse après la mortalité baisse en premier lieu, il y a un certain laps de temps qui s'écoule en général avant la baisse de la fécondité. Ce que vous voyez en bleu au centre du graphique, c'est l'accroissement naturel. Et donc, il y a une forte poussée démographique. Et à l'arrivée, quand il y a un nouvel équilibre, on retrouve une croissance démographique faible, voire nulle. L'Europe actuellement se trouve en fait dans une situation de post-transition. Elle a terminé l'essentiel de sa transition démographique et elle se trouve dans cette partie à droite du graphique. Alors, les pays à forte fécondité ont des structures par âge pyramidales, que vous voyez ici. Le Niger, par exemple, la plus forte fécondité du monde. Et les pays qui sont en fin de transition ont une structure par âge totalement différente. Donc il est très important de voir que dans la transition démographique, ce n'est pas seulement le nombre de gens qui va changer, mais c'est surtout la structure par âge, les rapports entre les gens actifs, les dépendants, et les gens plus âgés. Et si on prend des pyramides des âges pour l'Europe, et ici c'est une comparaison de 1970 et de 2014 qui a été faite par le Population Reference Bureau, où je travaille, on voit en effet que ce qui est en plein, le bleu et le vert, les femmes sont toujours à droite sur une pyramide des âges. C'est maintenant échancré puisque vous avez en 2014, et c'est la ligne en gras, la pyramide s'est fortement échancrée. Donc il y a, dès qu'il y a baisse de fécondité, et j'y reviendrai dans quelques instants, il y a vieillissement démographique. Le vieillissement démographique n'est pas uniquement causé par l'augmentation de l'espérance de vie. Ça, c'est très important. Après ce rappel de quelques concepts de base, je voudrais en venir maintenant
à quelques chiffres et projections sur l'Europe. Actuellement, 742 millions de personnes en Europe à la mi-2015, et ce chiffre, bien entendu, comprend la population de la Russie, 143 millions d'habitants. L'ISF, c'est-à-dire l'indice synthétique de fécondité, est d'1,6 enfants par femme dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est environ 2/3 de cette population, 510 millions d'habitants. L'espérance de vie à la naissance est de 81 ans pour l'Union européenne. Le taux net de migration estimé à 2 pour 1000, c'est-à-dire plus ou moins 1,5 million de nouveaux arrivants, entre guillemets, par an, puisque c'est un solde migratoire. Vous avez des gens qui quittent l'Europe pour aller s'installer ailleurs, mais d'autres qui viennent s'installer en Europe. L'Europe dans le monde, et ceci est un tableau très important, c'est la seule région du monde qui va connaître une décroissance démographique, d'après les projections des Nations Unies. Donc de 742 millions, l'Europe va un petit peu augmenter d'ici 2030. Les chiffres sont au centre en gras et va continuer alors à décroître, va commencer à décroître et va se retrouver en 2100, d'après les projections, à 646 millions d'habitants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Europe, et je vais y venir dans un moment, représentait 400 millions d'habitants en 1900, représentait 25% de la population mondiale. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les autres ont augmenté beaucoup plus rapidement. Et vous voyez que pour l'Asie, il y a eu une formidable poussée démographique dans la deuxième moitié du XXe siècle, et que cette poussée démographique va commencer à diminuer, que même l'Asie va entrer en dépopulation entre 2050 et 2100, tandis qu'un nouveau continent va prendre le relais et va être le moteur de la démographie du XXIe siècle, de la croissance démographique, ce sera l'Afrique. Le XXIe siècle sera en fait le siècle de la démographie africaine. Donc, dans ce contexte, la part relative de l'Europe est en train de changer. Si on prend les projections, donc j'ai 844 millions d'habitants en 2050, 646 millions en 2100. Ce sont les hypothèses des Nations Unies, l'hypothèse moyenne, et c'est ce que j'appelle les projections classiques, où finalement l'espérance de vie augmente de 81 ans à 88 ans sur le siècle. L'indice synthétique de fécondité, donc le nombre d'enfants moyens par femme de 1,6 va légèrement augmenter d'après les Nations Unies. On sera plutôt 1,7, 1,8 à la fin du siècle, en légère augmentation. Et les Nations Unies, qui donnent d'ailleurs un chiffre de migration un peu inférieur à celui que nous estimons au Population Reference Bureau, donnent un taux net de migration de 1,2, 1,3 à tout casser. Et puis ce taux net d'immigration va commencer à baisser et va se retrouver vers 0,7, 0,8 à la fin du siècle. Malgré tout, l'Europe sera la seule région du monde en décroissance, mais ces hypothèses des Nations Unies sont relativement, à mon avis, optimistes en ce qui concerne une remontée éventuelle de la fécondité, une amélioration probable et plausible de la mortalité, des conditions de mortalité, mais surtout une sorte d'approche minimaliste en ce qui concerne l'immigration, ce qui est remis en question avec la crise actuelle des migrants. La part de la population de l'Europe dans la population mondiale, 1900, donc je citais 400 millions d'Européens, 1,6 milliard d'habitants dans la planète, 25% de la population mondiale. Maintenant, l'Europe représente 10%, et selon les projections, sa part relative va aller en diminuant, bien entendu, si on considère que l'immigration reste à son niveau actuel, voire va diminuer au cours des prochaines décennies, surtout sur la fin du siècle. Donc, ces projections doivent être prises, à mon avis, avec un grain de sel. En ce qui concerne maintenant, et c'est la partie suivante de cette présentation, j'ai rappelé quelques concepts de base, vous vous souvenez, j'ai parlé de chiffres de l'Europe, des données et des projections. Maintenant, je voudrais passer en revue les trois grands défis démographiques de l'Europe, à savoir la sous-fécondité, le vieillissement, l'immigration, et chaque fois présenter la situation
et ensuite voir quelles ont été les politiques mises en place. Alors l'ISF, je le rappelle, 1,6 enfants par femme en moyenne. Les couples, cependant, veulent 2 enfants. Et il y a une grosse différence entre des pays à 1,8 et des pays à 1,4 enfants par femme. Alors des pays comme la France sont presque à 2 enfants par femme, la Belgique c'est un petit peu remonté, la Russie a fait des efforts et ça a remonté aussi à 1,8, mais il y a pas mal de pays en Europe de l'Est, Bulgarie, etc., qui se retrouvent avec des indices synthétiques de fécondité beaucoup plus faibles. Et c'est bien entendu avec des indices synthétiques beaucoup plus faibles que le vieillissement démographique va s'accélérer. Alors par rapport à ça, les politiques qui ont été mises en place, d'abord il y a des causes socio-économiques et culturelles multiples de cette sous-fécondité. Il y a eu des politiques pronatalistes dans certains pays avec un certain succès. La France, qui fait quand même du pronatalisme entre guillemets depuis 90 ans, et qui est maintenant en train de détricoter sa politique familiale parce qu'il y a des problèmes budgétaires. La Suède, qui a bénéficié d'une remontée de la fécondité. Mais les résultats ont été généralement mitigés. Il est très difficile de faire remonter la fécondité. Il est plus facile de faire baisser la fécondité en régime de haute fécondité. Comme disait le démographe australien Jack Caldwell, « You can talk fertility down ». On peut faire baisser la fécondité, mais la faire remonter, c'est une autre affaire. Et le défi, finalement, ce sera de concilier l'emploi des femmes et les projets familiaux. Le deuxième défi dont j'ai parlé, c'est le vieillissement démographique. Et la situation, c'est que 19% des Européens ont 65% et plus, 26% des Japonais sont dans cette catégorie. Les causes, c'est l'allongement de la durée de vie, mais seulement pour un tiers du vieillissement. Les 2 tiers sont causés par la sous-fécondité, par la fécondité faible. S'agit-il d'un déclin irrémédiable ou bien va-t-on vers une révolution grise où on sera tous âgés, en pleine forme, avec une nouvelle hanche, un genou artificiel et probablement un doctorat. Donc est-ce que c'est cela l'avenir ? Il y a des gens qui vous disent ça, qu'il suffit de donner un doctorat à tous les petits vieux et que ça va s'arranger. Actuellement, il y a cependant un manque de recul parce que les effets du vieillissement ne sont pas encore tout à fait compris. C'est un phénomène nouveau, c'est une situation dans laquelle l'Europe, en tête, mais pas uniquement l'Europe, le Japon, bien entendu, la Corée du Sud, un fameux problème de vieillissement, ce problème est en train de se développer sous nos yeux et on ne sait pas très bien quoi faire. Alors justement, en ce qui concerne les politiques, il y a des leviers politiques pour essayer d'adresser cette question, pour faire un anglicisme, des mesures pour les personnes âgées, l'augmentation de l'âge à la retraite, des dispositions fiscales. Il y a en fait une adaptation au phénomène du vieillissement, mais il n'y a pas encore, à mon humble avis, de solution miracle. On en vient maintenant au troisième défi, qui est peut-être le plus grand, et qui est un peu la carte joker de ce qui va se passer, c'est l'immigration. Alors j'ai rappelé qu'il y avait plus ou moins 1 million de nouvelles arrivées, puisqu'il s'agit d'un solde par an. Historiquement, il y a eu des politiques d'accueil des immigrants quand on avait besoin de main-d'œuvre. Après, on a été plus restrictif, on a essayé de renvoyer des migrants chez eux. Les politiques vis-à-vis de l'immigration ont été favorables et défavorables. L'Europe n'est pas une terre reconnue comme étant une terre d'accueil d'immigrants. Pourtant, il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés en Europe, mais ce ne sont pas des pays d'immigration comme peuvent l'être le Canada, les États-Unis et l'Australie. Mais il y a pourtant beaucoup d'immigrants qui arrivent en Europe, je le répète. Alors, il y a aussi l'accueil de migrants peu qualifiés, ce qui a été le cas dans les années 60. Maintenant, l'Europe a envie d'accueillir des migrants plus qualifiés, d'ailleurs a mis en place des programmes, Green Card, Blue Card, etc. Et le problème reste malgré tout celui de l'intégration des immigrants. Le melting pot est-il encore actif
dans les pays européens? N'y a-t-il pas des dangers de fragmentation de la société, de multiculturalisme, de ghetto, etc. Et à tout cela s'ajoute bien entendu la crise des réfugiés. Et en ce qui concerne les politiques pour essayer de résoudre ces questions d'immigration, on observe une division de la classe politique et de l'opinion publique. Il y a l'accueil maintenant des immigrés qualifiés. J'ai parlé du Green Paper de 2005 et du programme Blue Card. Est-ce que le melting pot fonctionne-t-il toujours? Il y a des tentatives d'harmonisation des politiques européennes d'immigration, mais malgré tout, on observe actuellement l'absence d'un consensus fort durant cette crise des immigrés qui nous interpelle. Avant de venir ici, j'ai vu les nouvelles sur Euronews et il y a encore un bateau d'immigrants qui s'est perdu en mer Égée. Et donc, ce problème, nous le vivons tous les jours et l'Allemagne, à elle seule, pourrait accueillir cette année, en 2015, en une seule année, 1 million d'immigrants, entre 800 000 et 1 million. Donc, cette crise des réfugiés, parce qu'il s'agit surtout de réfugiés, moins de migrants économiques, environ 80% de réfugiés et 20% d'immigrants économiques, pourrait en effet changer complètement la donne en Europe, sans compter que plusieurs millions de migrants potentiels attendent sur le pourtour de l'Europe, qu'ils soient en Turquie, en Libye et entre autres au Liban. J'en viens maintenant, après le rappel des concepts de base, j'ai donné un aperçu des chiffres démographiques et des projections démographiques en Europe. J'ai parlé aussi des 3 problèmes clés, sous-fécondité, vieillissement démographique et immigration, avec chaque fois la situation et les politiques mises en place. J'en viens maintenant à ce que je pourrais appeler un projet démographique commun pour l'Europe. Alors je crois qu'il y a 4 choses qu'il faut mettre en exergue. D'abord, une prise de conscience accrue, un engagement politique, des politiques consensuelles et finalement des interventions holistiques, c'est-à-dire des interventions globales. En ce qui concerne la prise de conscience, il faut bien entendu alerter les décideurs, l'opinion publique, les parties prenantes. Je suis toujours frappé quand j'ai l'occasion de parler avec des responsables internationaux de l'analphabétisme démographique. C'est hallucinant. Les gens n'ont aucune idée qu'il y a des problèmes de structure en démographie, que les phénomènes sont lents. Les gens pensent qu'on ne peut pas agir sur la démographie, c'est pas possible. Si on agit de manière coercitive, comme en Chine. Et puis, de toute façon, on ne verra pas les résultats avant longtemps. Et on ne peut pas agir dans le cadre des droits de l'homme. Et tout ça, c'est faux. On peut agir avec un certain degré d'efficacité et dans le contexte des droits de l'homme. Donc, il y a un vrai problème d'analphabétisme ou d'illettrisme démographique qu'on retrouve vraiment à des niveaux très élevés. J'ai eu l'occasion, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai quand même eu l'occasion de rester bouche bée devant certaines affirmations que j'ai entendues. Alors, il faut des efforts accrus de vulgarisation didactique, et je pense que là, les démographes sont fautifs. Ils n'ont pas fait d'ouvrage de vulgarisation, sauf un qui a quand même paru dans la collection L'Académie en poche, mais qui est épuisé pour le moment. Il faut créer aussi des passerelles entre les différents acteurs et les différents responsables, et pour augmenter cette prise de conscience. Et cette prise de conscience accrue doit évidemment déboucher sur un engagement politique plus fort. Il faut renforcer l'engagement politique, il faut mettre la démographie sur l'agenda politique, qui n'est jamais sur l'agenda politique, c'est trop compliqué. On va dire aux pauvres qu'ils doivent avoir moins d'enfants, on va attraper des coûts, on ne va pas dire aux gens qu'ils doivent avoir plus d'enfants. Il y avait la fameuse phrase de Michel Debré, il fallait faire des enfants sur une grande échelle, vous vous en souvenez. Il y a évidemment beaucoup de gens qui se sont cassés la jambe. Il faut souligner surtout les conséquences économiques et sociales de l'inaction. Et ça, je crois que c'est très important. On est à peu près dans le même débat aujourd'hui en ce qui concerne l'inaction dans le domaine du changement climatique.
Par la suite, il faut des politiques consensuelles, il faut créer un consensus autour de politiques pragmatiques. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes, les stakeholders, y compris les médias. Souvent, les médias ne parlent pas de démographie, c'est trop compliqué, c'est abstrait, il n'y a rien à montrer, etc. Et je cite ici le concept de démographie publique, où les spécialistes de démographie doivent alerter les décideurs et ont une responsabilité d'agir pour le bien public. Et finalement, et ce sera la dernière diapositive importante de cet exposé, il faudrait des interventions holistiques parce que les défis démographiques sont liés. Vous avez vu comment la sous-fécondité est liée avec le vieillissement. Les deux vont de pair. Il faut dégager les dimensions démographiques de toutes les politiques sociales et économiques, ce qu'on ne fait pas. Et peut-être, pourquoi pas, créer un véritable Institut européen de démographie, parce que l'Union européenne fait des rapports et des études intéressantes, Eurostat aussi, le Conseil de l'Europe en faisait mais en fait moins, et il n'y a pas véritablement à l'heure actuelle d'Institut européen de démographie. Donc j'en appelle finalement, et ce sera la conclusion, à un véritable programme démographique commun pour l'Europe. Et je pense que l'Europe a un rôle à jouer au niveau mondial, parce qu'elle est la première à connaître de manière aiguë, mais pas la seule, de manière aiguë, certains problèmes clés et cruciaux, à savoir la sous-fécondité, le vieillissement démographique et maintenant, encore plus cette année, l'immigration. Mais d'autres pays vont connaître les mêmes problèmes. La Corée du Sud essaye de faire remonter sa fécondité. Alors j'étais il y a quelques années à Busan, il y avait une conférence de démographes, et alors là, pour essayer d'amener les gens à faire des enfants, ils avaient fait un phare, c'est une ville le long de la mer, un phare en forme de biberon. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais enfin, c'est un symbole pour essayer comment dirais-je, d'encourager les gens à faire des enfants. Donc je crois que l'Europe a un rôle à jouer, elle pourrait être pionnière, elle pourrait en effet établir des politiques de population et une vision démographique commune qui pourrait par la suite servir à d'autres pays qui vont connaître également des situations de sous-fécondité, de vieillissement et d'immigration. C'est le cas actuellement du Japon, bien que le Japon est une sorte de sainte horreur de l'immigration. Le Japon n'a pas utilisé le levier politique de la migration. Donc voilà, je pense, j'espère vous avoir convaincu. Et alors j'ai une dernière diapositive qui est assez amusante. Si vous avez des questions, ce sera pour plus tard. Alors il y a des gens qui m'ont reproché, ils m'ont dit qu'il n'y a que des hommes sur cette... mais c'est parce que les femmes en général comprennent très vite et posent moins de questions. Merci.